Bonjour à tous, donc on va faire le bilan aujourd'hui des activités de la semaine dernière. Donc alors en bilan, donc qu'est-ce qu'on peut noter? Alors je vais peut-être le mettre en plein écran. Alors, donc en bilan, donc on peut noter que donc l'air est un mélange de dioxygène et de diazote. Donc ça vous pouvez le noter donc dans votre cahier à la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc l'air est un mélange de dioxygène et de diazote. Donc la composition donc, de l'air, alors donc elle est de 21% de dioxygène, 78% de diazote pardon, et 1% d'autres gaz. Alors on peut voir par exemple qu'on peut avoir de l'argon, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone. Donc l'argon c'est important parce que on en a jusqu'à presque 1% dans l'air. Voilà, donc du coup je vous ai mis les proportions qu'on a vues dans les activités. Donc on a un cinquième du coup de dioxygène et 4 cinquièmes de diazote. Voilà. Alors, donc le dioxygène, donc c'est 21%, donc est nécessaire à la vie. Voilà, on peut donner un exemple, c'est la respiration des êtres vivants. Voilà. Donc le dioxygène est nécessaire à la vie. Donc exemple, respiration des êtres vivants. Alors, donc je vous propose de faire maintenant une autre activité, donc un petit devoir maison. Alors il va y avoir plusieurs points. Donc alors pour les différents points, donc voilà, vous aurez donc ce document donc en pièces jointes. Donc ça c'est donc le DM sur la pollution. Alors donc travail à faire à la maison, travail sera noté. Alors vous avez ici, vous regarderez donc les différentes compétences et connaissances qui seront donc évaluées. Alors donc le travail que je vais vous demander de faire donc aujourd'hui, donc le numéro 1 et le numéro 2. Je vais grossir un peu. Voilà. Donc c'est à faire donc sur traitement de texte. Voilà, vous nommerez votre fichier nom-prénom-pollution. Voilà. Alors, première chose, premier point. Donc vous allez rechercher donc sur internet, voilà, ou sur des documents que vous avez à la maison, une encyclopédie, un dictionnaire, voilà par exemple, donc des sources de pollution de l'air. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une source de pollution de l'air? C'est en fait ce qui peut engendrer donc ou former de la pollution. Alors évidemment, ça peut être de nature vraiment qui sont différentes. On peut avoir des gaz, on peut avoir aussi des particules, ça peut être aussi bactérien ou autre, même viral, on est en plein dedans d'ailleurs. Voilà, donc du coup, voilà, il y a de différentes natures. On peut avoir des sources de pollution, voilà, des polluants, pardon, et des sources de pollution qui seront vraiment aussi très très vastes. Alors, exemple, donc si on prend la circulation automobile, voilà, donc vous pourrez rechercher par exemple, vous trouverez peut-être voilà, circulation automobile, qu'est-ce que ça peut engendrer donc comme pollution? Par exemple l'émission de particules fines. Donc vous me recherchez bien donc les sources de pollution de l'air, voilà, voilà, vous les mettez bien sur votre document, sur votre fichier, et aussi indiquez bien ce que ça peut engendrer comme type de polluant. Voilà. Donc on vous demande ici les sources. Alors, ensuite, deuxième point. Alors, vous allez me rechercher, donc du coup, alors vous aurez déjà fait une première recherche, mais plus précisément, quels sont les polluants de l'air en précisant donc leurs sources, donc vous vous servirez de ce que vous avez vu avant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir après leurs effets sur la santé ou bien sur notre environnement. Voilà. Alors, donc on vous demande de préciser de quelle manière vous avez trouvé vos informations. Donc, alors je vous ai mis ici un exemple. Donc vous avez un tableau, voilà, avec un premier polluant. Donc ce sont des particules fines. D'accord. Voilà, j'ai décidé d'étudier par exemple les particules fines. Alors les sources, donc j'ai regardé tout ça. Voilà, j'ai trouvé par exemple le moteur, les moteurs diesel, les usines, chauffage. Voilà. Alors quels vont être les effets sur la santé? Donc pour nous, qu'est-ce que ça peut provoquer? Par exemple la toux, donc les yeux qui piquent, ça aggrave les maladies respiratoires, donc ça provoque les cancers du poumon, augmentation des risques cardiovasculaires, effet sur le cerveau
et aussi sur les femmes enceintes. Donc j'aurais pu rajouter ici source, donc le tabac. Hein, donc fumer donc voilà, provoque enfin, l'émission de particules fines. Alors, donc effet sur la santé, après les effets sur l'environnement, alors qu'est-ce que ça peut provoquer? Alors vous voyez que les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en diffusant la lumière. Donc ça diminue aussi l'effet de la photosynthèse. Donc ça c'est responsable par exemple de la variation du climat, donc par exemple l'effet de serre. Voilà, donc là vous avez un exemple de polluant. Donc là il faudra faire pareil, par exemple, je sais pas, les oxydes d'azote par exemple, ça sera un autre polluant. Quelles sont les sources d'oxyde d'azote? Quels sont les effets sur la santé? Donc qu'est-ce que ça engendre pour nous, hein, comme pour les êtres humains? Et les effets sur l'environnement. Voilà. Donc, alors je vous demande d'en trouver. Vous pouvez en trouver au moins une dizaine. Hein, je pense que c'est possible. Donc voilà. Donc vous mettez bien tout ça sous forme d'un tableau. Voilà. Donc ça, c'est donc un petit travail de recherche. Voilà. Alors ça, donc premièrement, deuxièmement, donc à faire sur du coup, voilà, sur votre traitement de texte. Voilà, avec le nom nommé avec ce nom de fichier. Votre nom, votre prénom, pollution. Voilà, ensuite, donc point numéro 3, donc on fera la synthèse donc la semaine prochaine. Voilà, donc on va essayer en fait de mesurer donc la qualité de l'air que vous avez, donc la qualité de votre air. Alors, donc comment on va procéder? Donc, on va donc procéder par expérience. Donc en fait, donc cette semaine, voilà, vous allez essayer de me chercher donc des expériences à faire à la maison. Alors, ça serait bien, on le fera donc à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur. Voilà, pour essayer d'apprécier la qualité de l'air que l'on respire. Alors, évidemment, c'est pas évident. Donc, vous allez rechercher tout ça, vous allez regarder sur Internet. Voilà, vous allez peut-être trouver des solutions. Alors, ou alors, voilà, si vous avez fait, vous pouvez faire aussi à la maison déjà votre expérience. Voilà, pour essayer de mesurer donc la qualité de l'air. Alors, je vous propose de mutualiser tout ça. Donc, c'est-à-dire que donc dans le travail à faire, donc je vais mettre un lien où vous allez pouvoir donc téléverser les informations que vous avez trouvées. Donc, si vous avez par exemple trouvé une vidéo, donc pour pouvoir mesurer la qualité de l'air, eh bien, vous pouvez la mettre. Si vous avez fait une vidéo, vous pourrez la mettre aussi. Si vous avez fait des schémas, donc d'expérience, vous pourrez mettre les schémas. Alors je vous demanderai donc du coup donc pour déposer vos dossiers, c'est pareil, vos fichiers pardon, de bien mettre vos noms, voilà, prénom, mettrez, et tiret donc expérience. Voilà. Donc là, donc vous mettez bien voilà votre nom. Alors du coup ce dossier pour l'instant, pendant cette semaine, ce dossier vous ne pourrez que téléverser. Donc vous pourrez que déposer vos différents fichiers. Et la semaine prochaine, donc j'ouvrirai le dossier en partage et comme ça vous pourrez donc si vous n'avez pas d'idée, vous pourrez consulter les expériences de vos camarades. Alors du coup moi je vous proposerai quand même une expérience, une ou plusieurs expériences que vous pourrez faire à la maison. Voilà. Donc je répète, aujourd'hui ou cette semaine, hein, c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. Donc recherchez bien des sources de pollution de l'air, vous les notez, et après vous me faites un tableau avec vos polluants, les sources de ces polluants, les effets sur la santé et les effets sur l'environnement. Voilà. Donc ça c'est le premier travail. Donc alors voilà, donc je vous conseille d'y passer du temps, ça va être intéressant, vous verrez. Alors, donc je remets la diapo, donc ça on va passer. Alors, on va voir maintenant ensemble donc certaines propriétés de l'air. Alors, donc pour les propriétés de l'air, je vous propose en fait une expérience qui s'appelle l'expérience de Torricelli. Alors, si vous voulez, depuis l'Antiquité, en fait, on pensait que l'air c'était quelque chose d'immatériel, que c'était pas de la matière. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on en est venu à prouver que l'air c'est vraiment de la matière. Alors,
Donc j'ai récupéré donc sur YouTube donc une vidéo. Alors je vous la mettrai donc en lien, hein, donc toujours dans le travail à faire, si vous voulez la voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en anglais, donc si vous aimez un petit peu l'anglais, ben, je vous conseille de la lire, puis d'essayer de l'écouter, pardon, je vous conseille de la regarder, et voilà, ça vous fera donc progresser en anglais. Alors vous avez ici un personnage, voilà, qui s'appelle, alors je vais peut-être enlever le son, parce que ça va m'embêter. Voilà, le son ici, je vais l'enlever. Voilà, donc c'est un personnage donc, que vous connaissez, c'est Aristote. Alors, je vais mettre un petit peu avant. Voilà. Donc, Aristote disait que il avait pour principe de dire que la nature donc, détestait donc, les espaces vides. Donc il pensait que le vide, si vous voulez, concrètement, donc n'existait pas dans la nature. Donc à partir du moment où il y avait du vide, ben, la nature faisait que ça remplissait donc cet espace qui était vide. Alors, voilà, donc, alors c'est ce qu'il pensait, mais voilà, c'était une théorie, mais en fait, sa théorie, voilà, elle était fausse. Alors, du coup, voilà, vous avez une expérience. Alors, cette expérience-là, à l'origine, donc c'est l'expérience de Torricelli, mais à l'origine, la première expérience, voilà, c'est Gasparo Berti qui l'avait faite. Mais bon, Torricelli, ils ont travaillé tous les deux ensemble là-dessus. Voilà, en fait, si vous prenez donc un tube à essai, vous le remplissez d'un liquide, voilà, et donc si vous le retournez, eh bien, dans un bac rempli d'eau, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le liquide va en fait tomber, mais pas jusqu'en bas, hein. Voilà, il va tomber ici, voilà, et donc en haut, en fait, vous avez un espace vide. Et bien cet espace vide, vous voyez, le nom, eh ben, c'est du vide. Voilà, c'est du vide. Donc en fait, là, avec cette expérience, donc Gasparo Berti a le premier donc prouvé que le vide en fait existait. Alors, on voit la suite. Donc, alors, ce qui va nous intéresser. Alors ici aussi, on le verra aussi, pardon, on le verra aussi ensemble. Donc là, si on est donc au niveau de la mer, eh ben, on voit que cette colonne donc en fait de liquide. Donc ça c'est le principe du baromètre de Torricelli. Alors on reprend le principe, donc la nature donc, a horreur du vide. Voilà, donc on pense que la nature, donc il n'y a pas de vide dans la nature si vous voulez. Alors, donc c'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est intéressant. Alors à partir du moment où, vous savez, donc en Italie, donc il y a énormément de fontaines, donc il faut que l'eau puisse circuler d'un endroit à l'autre. Et donc cette eau, il fallait la pomper. Alors ça permettait aussi, avec ces fontaines, eh bien, que les gens puissent avoir de l'eau potable. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en pompant cette eau, eh bien, donc dans des colonnes, voilà, donc ils se sont rendus compte que, eh bien, au bout d'un moment, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens juste un petit peu en arrière pour vous montrer. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au bout d'un moment, la pompe ne marche plus. Il y a du vide qui se crée, si vous voulez, et donc le liquide ne peut plus être pompé. Alors pour l'eau, eh bien, on a une colonne qui est à peu près d'une dizaine de mètres. Vous voyez, hein. Donc du coup, voilà, donc ça posait problème, hein, donc pour tous ces inventeurs. Hein, donc c'est voilà, qui voulaient évidemment transporter l'eau pour les fontaines. Alors, donc voilà, on trouve maintenant un personnage qui s'appelle Galilée, qui a réfléchi à tout ça, donc aux expériences, et voilà, il a bien voilà, essayé de réfléchir, et il a, alors je vais le remettre ici, voilà, et il a pensé en fait que, donc du coup, voilà, qu'on pouvait reprendre donc les travaux donc de Gasparo Berti, qui est là, voilà, donc l'expérience de Gasparo Berti, et il a, donc qui est la suivante, alors je vais vous la mettre, vous pourrez la regarder de nouveau, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc si on prend donc un long tube à essai, enfin un long tube, on le bouche, on le retourne, voilà, on le débouche, voilà, et bien on voit que la colonne va en fait tout simplement descendre.
Et ici, donc, il y a du vide qui va être créé. Voilà. Alors, donc ça, ce vide, c'est la première fois que l'être humain a produit du vide, mais du coup, maintenant, il va falloir expliquer pourquoi cette colonne ne tombe pas. Voilà, donc normalement, elle devrait tomber. Alors, qu'est-ce qui va faire que cette colonne ne tombe pas? Alors, c'est la grande question. Alors, évidemment, donc, notre ami Galilée, lui, il avait sa théorie, qui était basée sur le principe d'Aristote, qui disait que la nature, pardon, a horreur du vide. Alors, voilà. Alors, donc, alors du coup, notre ami, donc Berti, lui, donc, voilà, il avait donc aussi, il avait une autre théorie, hein, qui pensait, voilà, lui pensait, et aussi Torricelli, voilà, pensait, pardon, c'est Torricelli qui pensait en fait que c'est la pression, si vous voulez, la pression de l'air qui va appuyer sur la surface en fait du liquide et qui va faire que, eh bien, cette colonne d'eau ou de mercure, hein, tout dépend, ou cette colonne de liquide va se stabiliser. Donc, du coup, on voit ici en fait que, voilà, c'est un équilibre entre l'air que vous avez ici, la pression de l'air, voilà, qui est là, et la pression de l'eau. Donc c'est la pression, c'est en fait le poids de l'eau qui va, voilà, pression atmosphérique qui va être en équilibre avec le poids de la pression de l'eau. Donc ça c'est la théorie du coup de Torricelli. Alors, donc là avec une pression. Alors Galilée, lui, il n'est pas du tout d'accord. Galilée, lui, a une autre interprétation de ce phénomène, justement avec la nature qui est horreur du vide. Alors, voilà, donc voilà, l'atmosphère, vous voyez que l'atmosphère... alors, je reviens, je suis allé, enfin, ça a été un peu vite, tac. Alors, je reviens encore. Voilà. Voilà, donc l'atmosphère, donc, voilà, n'a pas de poids, mais donc du coup, ça n'exerce aucune pression. Donc lui, donc Galilée était vraiment persuadé que, voilà, que l'air était vraiment immatériel. Alors, on va dire énormément de ses collègues. Voilà. Donc, du coup, alors, Galilée, pardon, donc Torricelli, donc voilà, a fait l'expérience, mais au lieu d'utiliser de l'eau, il a utilisé en fait un métal, donc beaucoup plus dense, donc qui est tout simplement le métal qui est du mercure, un métal liquide. Alors, pour prouver que, si vous voulez, attendez, je vais faire juste un arrêt. Donc, pour prouver en fait que Galilée donc se trompait. Donc il a pris en fait deux tubes, voilà, un tube un peu plus évasé que l'autre, où il y avait plus de vide du coup. Donc concrètement, si vous voulez, donc si on considère qu'il y a plus de vide, eh bien, ce vide devrait en fait aspirer beaucoup plus de l'eau. Et normalement, on devrait avoir deux niveaux différents. Alors, si on regarde du coup l'expérience, eh bien, on voit que c'est pas le cas. Donc là, on a exactement la même, donc le même niveau. Alors je voulais juste revenir sur l'explication de Galilée. Voilà, l'explication de Galilée, elle est là. Voilà. Hop, on reprend le tube. Voilà. Alors, voilà, donc, voilà, que pensait donc Galilée? Donc Galilée pensait en fait que dans le tube, donc il y avait du vide. Et ce vide, voilà, comme la nature a horreur du vide, et ben, le vide va attirer en fait la colonne de liquide pour justement combler ce vide. C'est pour ça que la colonne d'eau ne tombe pas. Voilà. Donc je revenais juste dessus pour l'explication. Alors, on a donc un autre personnage donc, qui est Pascal, lui qui a voulu démontrer que en fait la pression atmosphérique dépendait, donc tout simplement dépendait de l'altitude. Alors, donc plus, voilà, dans cette expérience, donc voilà, donc plus donc Pascal donc se déplace donc vers le haut au niveau du puits de Dôme et voit que sa colonne, donc c'est son tube en fait tout simplement de Torricelli, sa colonne diminue.
Voilà. Donc ça, l'expérience de Torricelli. Voilà. Donc avec du mercure, bah, maintenant on n'a plus le droit d'utiliser le mercure évidemment parce que c'est un produit qui est nocif pour la santé. Voilà. Alors, donc cette vidéo elle est vraiment bien. Donc moi je vous conseille de la regarder. Donc voilà, je vous mettrai donc du coup euh, voilà le lien donc dans le travail à faire. Alors donc on revient sur l'expérience de Torricelli, hein, cette expérience qui va prouver voilà que l'air c'est vraiment matériel. Voilà, donc il s'est battu de nombreuses années hein, auprès de ses collègues voilà, pour démontrer en fait que vraiment c'est la masse de l'air qui pèse voilà, sur la surface en fait de ce liquide qui fait que le liquide qui est dedans remonte si vous voulez. Voilà. Donc ça, expérience de Torricelli. Alors normalement, voilà, donc Galilée expliquait son expérience, hein, donc l'expérience, donc avec le fait que la nature avait horreur du vide. Mais donc c'est faux. Voilà. Alors, donc du coup, alors si on se trouve au niveau de la mer, donc si on fait l'expérience, voilà, on aura une hauteur de colonne de mercure qui va correspondre à 76 cm. Donc la pression atmosphérique, on peut donc du coup la lire avec cet appareil qui va être le baromètre donc de Torricelli. Voilà, et donc par référence, ce sera 76 cm. Alors évidemment, si on va monter en altitude, eh bien la pression va diminuer, la colonne de mercure sera moins importante, puisqu'il y aura moins d'air qui va peser, si vous voulez, sur la surface du mercure. Alors, donc peut-on dire que l'air est de la matière comme l'eau un morceau de fer? Bah oui. Donc l'air est de la matière. Donc sa masse volumique, donc elle est de 1,2 g donc par litre à 20 degrés. Donc si on prend un litre d'air, ben, ce litre d'air aura une masse de 1,2 g. Alors, donc du coup, alors on reprend l'expérience qu'on avait vue. Hein. Alors, et aussi, vous vous souvenez, le document que vous avez vu sur la météo. Donc si on prend une surface d'1 mètre carré, et ben au-dessus de vous, voilà, vous avez une colonne d'air. Voilà. Alors au niveau de la mer, cette colonne d'air, voilà, qui a une masse de donc 10 tonnes. Donc au niveau de la mer, donc il y a 10 tonnes d'air qui appuient sur une surface d'1 mètre carré. Alors évidemment, donc ici on est au niveau de la mer. Mais si on monte en altitude, eh bien on va se rendre compte que au-dessus de nous, bah, la colonne d'air est moins importante. Donc la pression va diminuer. Donc c'est pareil ici. Donc ça c'est l'expérience en fait de Pascal. Et quand on arrive au puits de Dôme, et bien là on aura une colonne encore moins haute. Voilà. Donc on va diminuer la pression. Donc plus on monte en altitude, plus la pression diminue. Alors donc la pression atmosphérique, donc maintenant voilà, on utilise d'autres unités. On va la noter PATM. Donc elle est égale à 76 cm de mercure. Mais les nouvelles unités, c'est celle-ci. Ce sont les pascals. Donc elle est égale à 1013 hectopascal. Hecto, c'est un multiple, vous vous souvenez, qui veut dire fois 100. Donc 1013 fois 100. Donc là, plus précisément, ça nous fait donc 101 325 pascal. Voilà, donc ça, c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer. Alors évidemment, ici, voilà, si vous allez dans l'eau, eh bien, si vous nagez sous l'eau, eh bien, en fait, au-dessus de vous, vous aurez la colonne d'air plus la colonne d'eau. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? La pression va augmenter. C'est pour ça que quand vous allez vous baigner, quand vous allez voilà, à la piscine, si vous allez un petit peu sous l'eau, à des moments, vous avez peut-être mal aux oreilles, parce que c'est la pression qui va peser donc sur votre tympan, qui va appuyer sur votre tympan, sur vos tympans. Alors, ensuite, quel est l'état physique de l'air? L'état physique de l'air, voilà, l'air est à l'état gazeux. Voilà, donc toutes ces différentes fiches, donc je vais vous les mettre aussi donc en fichier PDF. Donc voilà, ça vous permettra de recopier un petit peu tout ça, ou bien si vous avez moins de temps,
ben voilà, de les coller. Donc tout dépend votre avancée. Alors, du coup, pour les exercices donc à faire, donc, euh, donc sur l'air, donc exercice sur l'air, je vais vous en mettre donc pas trop. Alors je vais vous mettre alors le 6, voilà. Donc le numéro 6 et le numéro 7. Donc 6 et 7, parce que déjà vous avez pas mal de travail. Donc je voudrais pas prendre tout votre temps. Donc vous voyez, hein, si vous avez vraiment voilà, si vous avez vraiment peu de temps, ben voilà, essayez de vous organiser dans la semaine. Voilà, donc bon courage.